cette belle journée d'automne, nous voici à Cassel. Cassel, haut lieu de l'histoire de la Flandre, et nous rendons visite aux historiens de Cassel. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Ça va bien? Nous voici donc réunis sur le seuil de cet hôtel de ville qui est à l'emplacement de magnifiques spécimens de la Renaissance flamande du XVIIe siècle, malheureusement détruits en 40. Mais enfin, il reste encore des historiens et des archivistes. Le président ayant malencontreusement perdu sa voix, eh bien, nous avons recours au service du fondateur du Cercle d'Histoire, oui, Yves Bécard, qui aujourd'hui en est le secrétaire. Alors nous vous écoutons. Voilà, donc en 2011, tout commence en 2011, époque à laquelle j'étais président d'une amicale laïque. Et comme il n'y avait pas de structure d'historien ici, j'ai créé ce groupe d'histoire, quoi. Donc c'était dépendant de l'amicale laïque. Tout de suite, on s'est branché sur la commémoration 2014, donc du centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Et en 2014, on a organisé une exposition qui a duré un mois à la salle polyvalente, une grosse exposition, et qui a accueilli plus de 1000 personnes quand même. Ensuite, en 2015, les archives du ministère de la Défense ont mis en ligne tous les fusillés pour l'exemple, parmi lesquels il y avait un Cassellois. Donc je m'y suis intéressé particulièrement, puis j'ai fait un premier ouvrage sur ce Joseph de Wilde, fusillé pour l'exemple. Puis, à partir de 2016, on a eu l'idée de faire des calendriers historiques. Ça se perpétue, d'accord. Il y en a encore un qui va sortir la semaine prochaine. Et en 2017, en novembre 2017, on crée une association, donc indépendante de l'amicale laïque, qui s'appelle le Cercle d'Histoire de Cassel, en abrégé CHIC. 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 Donc Jacques Butin en est le président. Le vice-président, c'est Étienne Schrive, le trésorier n'est pas là, et j'en suis le secrétaire. Voilà. En 2017, je fais un deuxième ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale à Cassel. Et là, je termine avec Christophe Lefebvre, qui est là-bas, un ouvrage sur spécifiquement la bataille de Cassel de mai 40. Ah oui. En projet, avec Étienne Schrive et moi-même, un livre sur le Mont des Récollets, depuis la géologie jusqu'à la fin de l'exploitation du sable. Et avec Christophe Lefebvre, j'en ai un projet de deuxième, d'un autre, qui serait la libération de Cassel et la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement à ça, depuis quelques années, Étienne Schrive a eu l'idée de faire au mois d'août, tous les lundis à 17 h, une balade historique dans Cassel, ouverte à tout le monde. Qui a du succès, voilà. Et puis c'est chic de venir à Cassel. C'est très chic. Maintenant, je vous invite avec Étienne Schrive à monter dans les archives, si vous voulez bien. Voilà. Bon. Bien. Eh bien, Eric, c'est ici donc que sont conservés ce qu'il reste des archives de Cassel. C'est l'antre du savoir de l'histoire de Cassel. C'est l'antre du savoir. Alors, j'ai dit ce qu'il en reste parce que malheureusement, en 1940, les archives étaient stockées sur deux endroits différents, une partie dans l'actuel musée et une partie dans le bâtiment où nous sommes. Et le bâtiment où nous sommes a été démoli en 1940. Donc, on a perdu, on ne sait pas combien, 30-40% des archives de Cassel. Et quand je dis les archives de Cassel, c'est les archives de la ville et de la châtellenie de Cassel. Oui, parce que la châtellenie de Cassel avait une grande surface. Avait une grande surface, puisqu'elle s'étendait d'ici à au-delà d'Hasbrook d'un côté, jusqu'à Saint-Omer et jusqu'à la Belgique, puisqu'on a une partie de Westoutre qui dépendait de la châtellenie de Cassel. Il y a dans nos archives écrites sur Cassel, il y a des documents tout à fait intéressants qui donnent une idée, je dirais, de l'emplacement des différents sites sur Cassel, à l'intérieur même de la ville. C'est le cas dans ces vieilles archives, voilà, les documents d'époque. Hein. Ah, ben c'est un plan d'alignement de 1825 qui nous montre ce que on commençait à cette époque-là à s'occuper d'urbanisme, d'élargir les voies pour les mettre, pour permettre la circulation. Et on voit un peu ici le projet d'élargir la rue de Lille, de rectifier la Grande Place, etc. Chaque maison, on en connaît le propriétaire en 1825. Par exemple, ici, au 11 Grand Place, on sait que ce sont les sœurs Grondel qui étaient propriétaires.
On a toute la liste. Et puisque nous évoquions le territoire de la châtellenie de Cassel, n'oublions pas que Cassel a toujours été situé en Flandre, certes, mais au contact de l'Artois. Alors nous avons là une image assez fantastique qui date des années 1560. Tout en haut, Saint-Omer qui est en Artois, comme chacun sait, et on voit très bien la trace des différentes routes qui mènent de l'Artois à la Flandre ou de la Flandre à Cassel, bien évidemment. Des moulins un peu partout. On ne saurait oublier que la Flandre, c'est aussi la terre des moulins. Penchons-nous maintenant sur ce qui fait la joie des archivistes et historiens sur Cassel, qui était une cour de justice importante. Alors nous avons là un registre tout à fait remarquable, Register crimineel voor het Hof van Cassel, beginnende ten jare 1680, ce qui veut dire registre criminel de la cour de Cassel, commençant à l'année 1680. Ça commence en 1680 et ça va jusqu'en 1763, c'est-à-dire une période charnière où on était Flandre et on est rattaché à la France. Et donc, à l'époque, on nous impose le français dans tous les documents qui auront une portée extérieure à la ville. On s'aperçoit que les documents locaux restent en flamand. Par contre, quand c'est des documents qui sont susceptibles d'avoir une incidence externe, par exemple, les jugements peuvent aller en appel, ils vont plus en appel à Gand, ils vont aller en appel à Douai, donc ils sont en français. Et là, donc on est en 1692, on a un jugement en français. Cassel, haut lieu fortifié depuis l'Antiquité, les Morins, les Ménapiens, etc. Mais au temps des Habsbourg, 16e, 17e siècle, eh bien, Cassel est un lieu fortifié remarquable, n'est-ce pas, Luc? Tout à fait, tout à fait. Donc, Cassel est une ville fortifiée avec double enceinte, c'est-à-dire que on a ici sur ce plan le château Comtal qui est cerné par une première muraille. On est ici devant la porte du château qui porte encore une pierre de 1621. Et nous allons descendre ici sur cette voie qui va vers le sud et on va arriver sur la porte d'Air qui est la mieux conservée des 5 portes qui desservaient la seconde muraille qui ceinturait Cassel. On va suivre ici les remparts pour arriver à l'emplacement où il y avait la porte d'Ypres. On a évoqué les Morins, les Ménapiens, le temps des Romains, la fortification de cette époque-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, on est vraiment ici sur l'endroit le plus ancien de Cassel. C'est ici où Jules César a fini par prendre le fort qui existait déjà du temps des Morins. Les Morins, où on estime leur installation sur Cassel aux alentours de 300 avant Jésus-Christ. Il y a certainement eu un fort qui existait ici, peut-être même des murailles, puisque les Bretons venaient régulièrement envahir et ravager les plaines et donc repartaient en Angleterre. Donc la perfide Albion existait déjà au temps des Morins. Ici, donc, César est arrivé, il a essayé en 57, il a dû s'y reprendre en 56 et il a pris le fort des Morins et des Ménapiens en 55, après avoir fait sa première campagne en Grande-Bretagne. Donc, je m'inscris en faux par rapport aux historiens Uderzo et Goscinny. Le village qui a le plus résisté par rapport à l'invasion romaine, c'est Cassel et ce sont les Ménapiens. D'ailleurs, il y a un obélix à Cassel. Non, c'est un obélix. C'est pas moi. L'obélisque est là. Ah, oui. Non, mais je disais un obélisque, pas un obélix. L'obélisque qui raconte l'histoire de Cassel et qui a été érigé en 1783 par vraiment quelqu'un de passionné par l'histoire de Cassel. Tout à l'heure que Cassel avait une double muraille, donc on voit le château qui était ceinturé d'une muraille d'où on vient. On peut remarquer un petit chemin derrière lequel on va trouver la porte de Berg qui est au nord. Ici on va descendre, on va arriver sur la porte d'Air qui est au sud. De ce cas-là, on peut dire que c'est l'axe nord-sud qui représente le quart d'eau.
on va trouver là-bas sur ma gauche, la porte d'Ypres et de l'autre côté la porte occidentale, et on va se trouver sous ce qu'on pourrait dire le decumanus des Romains. Et on a la Grand Place, donc la place du Forum. Donc c'est un plan qui est typiquement romain, même si on n'a pas la certitude que ça a été bâti dans ce sens-là. En tout cas, la topographie de Cassel s'y prêtait bien. Voilà, alors ici on est sur le chemin de ronde où étaient les murailles de la deuxième enceinte, donc des remparts. Il n'existe quasiment plus rien. Il reste peut-être des vestiges de bastions un peu dans les jardins particuliers. Tout à fait, la promenade des remparts. Ça a été, Cassel s'est bien arrangé pour rendre cette promenade très agréable. Donc ici, on est derrière l'ancienne noble cour de Cassel, où se rendait la haute justice. Voilà. Et donc à partir de 1678, donc traité de Nimègue, le rattachement de la Flandre française à la France. À partir de 1678, Cassel a perdu son rôle de forteresse militaire, puisqu'on n'était plus sur la limite avec l'Empire germanique. Et donc Louis XIV a préféré fortifier Bergues, Ypres, Furnes, et donc tu disais aussi tout à l'heure Knock, donc qui était là sur la frontière pour défendre les invasions de nos amis maintenant de l'Empire germanique. Je voulais également te montrer quelque chose de particulier et à voir à Cassel. Donc c'est un escalier qui a été fait en 1904-1905, à peu près en même temps que la rampe alpine qui permet d'accéder au château. Oui. Et ça a été fait parce que Constant Monclé, qui était maire de Cassel à l'époque et qui habitait dans cette maison-là, voulait accéder à son terrain qui était plus bas et a essayé d'englober le chemin des remparts, donc qui était déjà promenade pour les Cassellois, dans son terrain. Ça lui a été refusé et donc il a fait un escalier en style rocaillage rusticage au-dessus pour enjamber le chemin des remparts. Et aujourd'hui, il y a eu énormément de mariés qui sont fait prendre en photo sur ce pont-là, et c'est vraiment une particularité des remparts de Cassel. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le chemin des remparts part un petit peu sur la droite. En fait, vraisemblablement, il continuait tout droit. Et on a donc la propriété anciennement de l'Anglais de Schaubeck, qui était surintendant, subdélégué général de la Flandre maritime, qui avait vraiment un poids très important sur Cassel, qui lui a pour le coup détourné les remparts et intégré une partie des remparts et du terrain en dessous dans sa propriété. Donc ce qui fait une boursouflure. Aujourd'hui encore, en venant de Bailleul par exemple, c'est par ici qu'on rentre dans Cassel. Tout à fait. Mais n'y avait-il point une porte ici ? Alors ici, on est tout à fait à l'extrémité est des remparts. Donc on vient de ce petit porche qui a été prétendument appelé porte d'Ypres par beaucoup de monde, mais en fait c'était juste un passage. La porte d'Ypres, clairement, a été positionnée ici, là où il y a le drapeau flamand à peu près, et là où il y a l'enseigne du boulanger, avec une grande porte et deux bastions, dont on voit encore des murs qui soutiennent la terre donc dans l'école là, et donc vraisemblablement ce bastion arrivait jusqu'ici, et donc on avait la porte d'Ypres qui était vraiment la porte la plus défendue de Cassel, parce que c'était là où on avait le plus de chances de voir arriver l'ennemi. Nous sommes ici devant le monument qui a été érigé pour commémorer ce qui s'est passé, le fait d'armes qui s'est passé le 8 octobre 1914, où nous sommes donc au début de la Première Guerre mondiale. Les armées ne sont pas encore enterrées dans les tranchées et l'armée allemande envoie une reconnaissance vers Cassel, un groupe de 30 Uhlans, des cavaliers, des lanciers, qui viennent voir faire la reconnaissance de Cassel. À Cassel, il n'y a pas d'armée française, et il y a juste quelques gendarmes et quelques douaniers. Et voyant ça, le maréchal des logis, chef du Quesnoy, rassemble ses hommes, 11 gendarmes, 6 douaniers. Ils viennent se poster ici et accueillent les Uhlans d'un tir nourri. Les Uhlans n'insistent pas et repartent. Apparemment, il y en a un qui a été blessé parce qu'on a retrouvé des traces de sang, une lance, un fanion. Et ce point-là marque le point extrême de l'avancée de l'armée allemande ici.
Cassel n'a jamais été envahi par les Allemands en 1914. Ils se sont arrêtés ici. À l'entrée de l'ancien chemin du Katekerkhof, c'est-à-dire le cimetière des Cates, eh bien, il s'est déroulé un événement international important en 1814. Oui, au même endroit que celui de 1914, juste un siècle avant. 1814, nous sommes envahis, la France est envahie par les armées ennemies à la suite des revers en Russie et en Espagne. Et donc il y a tout un groupe de cavaliers, à peu près 600 cavaliers, qui arrivent sur Cassel pour s'emparer de Cassel. Et donc sous le commandement du colonel Geismar, nous trouvons 540 Cosaques, des Saxons et aussi des Uhlans. Et donc ils attaquent Cassel, ils mettent pied à terre pour attaquer Cassel. Et nous sommes au mois de février, c'est la fin de l'après-midi, et le colonel Geismar veut absolument s'emparer de Cassel avant la nuit, et il décide de lancer une charge de cavalerie pour s'emparer de la ville. Et donc de là où nous sommes, les Uhlans montent à cheval et s'élancent sur Cassel. Mais ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que la rue faisait un angle droit et que derrière cet angle droit, il y avait une barricade avec 300 Français qui les attendaient avec des fusils. Et la salve est partie d'un seul coup, tuant énormément de monde, Donc l'attaque a échoué. Donc l'attaque a échoué. Elle a échoué que ce jour-là parce qu'en fait, ils ont fait retraite après. Les Français, croyant que c'était l'avant-garde de toute l'armée ennemie, ont évacué Cassel et ils sont revenus le lendemain, donc les Cosaques, etc., pour piller le château du général Vandamme. Mais enfin, l'histoire retiendra que ce jour-là, ils ont échoué. Ils ont échoué ce jour-là. Voilà.